Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va combien d'années en arrière? On va pas longtemps là. On va pas longtemps, c'est pas l'histoire, Jean-Paul. Non, c'est presque l'histoire est le récit de ce qui s'est passé. Oui, on va 97 ans en arrière, mais on va parler d'un objet qui est devenu omniprésent dans nos vies quotidiennes et parfois on a tendance à oublier que cet objet-là en moins d'un siècle occupe maintenant une place centrale dans nos vies. La télé. Et la télévision, bien sûr. Voilà. Donc nous repartons le 26 janvier 1926. Alors la télévision en elle-même telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est l'invention d'un Britannique qui s'appelle John Logie Baird. C'était un chercheur et entrepreneur britannique, c'est-à-dire qu'il crée des inventions pour en tirer évidemment un profit commercial. Et John Logie Baird va faire donc la première démonstration le 26 janvier 1926 devant les membres de la Royal Institution Academy. Il va faire la séance de démonstration de ce qui est le poste téléviseur. Alors, la télévision, en fait, à l'époque, c'était quoi? C'était tout simplement la retransmission d'une petite image animée en noir et blanc, sur 30 lignes verticales, mais l'image est suffisamment grande pour qu'on puisse véritablement distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, cette séance va donc avoir lieu à Londres et au sein même du laboratoire de cet inventeur écossais. Et il faut savoir que son invention, est en réalité le fruit de plusieurs autres inventions. Il faut savoir qu'à partir de l'invention de la photographie au 19e siècle, puis du cinéma par les frères Lumière, beaucoup d'inventeurs vont se demander s'il ne serait pas possible de retransmettre une image instantanément. Et donc, ils vont réfléchir et au cours de ces années-là, très rapidement, il va y avoir un certain nombre d'innovations. La première, c'est celle de l'Allemand Paul Niclot qui conçoit en 1884 un disque perforé qui fait apparaître une succession de petites images quand on le fait tourner. Ouais, j'ai déjà vu ça. Voilà. Et donc, c'est cette invention-là qui va permettre justement, dont va s'inspirer John Logie Baird pour mettre en place la télévision. Mais il faut savoir que également à côté de ça, il va y aussi avoir un certain nombre d'inventions telles que l'utilisation du sélénium. Le sélénium, c'est un matériau qui a une particularité, c'est qu'elle a la capacité de pouvoir faire évoluer sa résistivité en fonction de l'éclairage. Et donc ça permet justement de retransmettre des images à distance. Quelques années plus tard, en 1883, donc je l'ai dit, Paul Niclot va faire son disque perforant. Et puis en 1923, un Américain d'origine russe qui s'appelle Vladimir Zorpin, lui va inventer une caméra électronique qu'il va appeler l'iconoscope. Et c'est cette caméra électronique qui est l'iconoscope qui va être à l'origine maintenant de la télévision électronique. Et le 18 novembre 1929, donc 3 ans après la première démonstration par John Logie Baird, on va voir l'apparition du tube cathodique. Et c'est ce tube cathodique-là qui va enfin permettre de pouvoir pouvoir projeter avec une meilleure qualité d'image, projeter dans un téléviseur une meilleure qualité d'image. C'est la partie là que je n'ai pas compris. La rapidité avec laquelle on est quitté du tube cathodique à l'écran plat. Parce que ça s'est passé dans les années 2000. Oui, il y a deux éléments qui vont permettre d'abord l'évolution du basculement de l'écran cathodique à l'écran du tube cathodique à l'écran plat. La première chose, c'est déjà la recherche sur les nouveaux composants électroniques. Aujourd'hui, grâce à la recherche et au développement, on va concevoir de nouvelles diodes, de nouvelles résistances. Et puis, deuxième chose, on va concevoir la miniaturisation de ces composantes de base-là. Donc, les diodes, les résistances et tout ce qui compose les circuits électroniques de base. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, bien entendu, on va, avec le développement du numérique, être en capacité également, et puis grâce à la création, à l'invention aussi de nos différents écrans plats, on a l'écran plasma, donc l'utilisation du plasma, et on a aussi le
le deuxième autre écran. L'écran LED. L'écran LED. L'utilisation des lumières. Exactement. Donc, ce sont ces deux inventions-là. Bien entendu que pour les utilisateurs, ils ne voient pas souvent la différence, alors que la différence est justement dans la capacité de retransmettre en termes de pixels, la qualité de l'image. L'image en LED est bien plus nette qu'en écran plasma. Et puis, elle est beaucoup plus résistante que par rapport. Elle a donc une durée de vie plus longue que pour l'écran plasma. Mais donc, ce sont ces évolutions électroniques-là ont pu se faire depuis entre 1926 et maintenant, parce qu'évidemment, la télévision va rapidement devenir un objet central dans la vie des gens grâce à deux événements. Le premier événement, c'est, il faut le dire, les Jeux Olympiques de Munich de 1936. Ce sont les premiers Jeux Olympiques qui vont être retransmis à la télé, et pour la première fois, on va voir en direct un événement sportif majeur. Et donc, l'introduction des Jeux Olympiques de Munich va multiplier, si tu veux, l'apparition d'événements sportifs à la télévision. Et à partir de 1967, rapidement, déjà à partir de 1967, en 1957, on voit déjà apparaître les premiers écrans aux couleurs. Et donc, ça aussi, ça va participer à l'accélération de la télévision, d'autant plus que les coûts de production des télévisions vont considérablement baisser, ce qui va permettre aux familles, aux ménages les plus modestes d'acquérir la télévision. Il faut savoir que dans les années 30, lorsque les premiers téléviseurs apparaissent, un, ils sont lourds, deux, ils sont très chers. Et donc, ce n'est qu'un petit groupe de personnes qui vont commencer à avoir ces objets-là chez eux. Mais après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50, il va y avoir véritablement une évolution sur le plan technologique, et puis aussi la qualité de retransmission va énormément évoluer, puisque lorsque l'on va faire d'abord la première démonstration de la retransmission télévisée en 1929, on va prendre une image, on va prendre un événement qui se produit à Londres, c'est John Logie Baird qui va faire cette démonstration. On va mettre au milieu de l'océan Atlantique un bateau avec un énorme émetteur, et c'est le signal qui part de Londres passe par ce bateau-là, qui fait le relais et qui retransmet jusqu'aux États-Unis. À partir de là, les gens vont se rendre compte qu'il est possible, grâce à des relais, de transmettre des images partout à travers le monde entier. Et donc, durant des décennies, on va installer des relais partout dans le monde entier, avant l'utilisation, bien entendu, du satellite, qui va par la suite prendre la suite des relais modestes, des relais terrestres. Donc, à partir de là, il va aussi se passer que, bien entendu, après les événements sportifs, il y a aussi les événements politiques, comme le 2 juin 1953, avec le couronnement de la reine Elisabeth II. Ce sera le premier événement planétaire, suivi simultanément par plus d'1 milliard d'individus. On est en 1953. Donc, tu vois un peu la prouesse technologique que cela a représenté. Et aujourd'hui, c'est un événement qui est rentré dans l'histoire collective de l'humanité, du fait que cet événement-là avait pu être vu par plus d'1 milliard d'individus. Et puis à côté de ça, il va aussi avoir l'introduction, évidemment, des séries télévisées. On va d'abord voir les premiers dessins animés qui vont commencer à apparaître dans le petit écran à partir du début des années 50, en 1951. Et puis, petit à petit, il va y avoir une multiplication des productions, des dessins animés. On va arriver à des séries télévisées, justement, un peu comme dans les journaux. L'idée de série à la télé, c'est exactement le même principe de série dans les journaux. Il faut savoir qu'avant l'introduction à la télévision, les journaux avaient souvent un petit encart destiné à une histoire. Et là, les rédacteurs en chef appelaient des écrivains qui étaient censés inventer des histoires qui étaient reliées quotidiennement ou mensuellement dans les journaux, et puis ça faisait une espèce de série. Une fois que la série se terminait, on prenait tout simplement toutes ces publications et on les mettait dans un roman, et on permettait aussi et on les mettait à la disposition du public. Il faut savoir que grâce à ces séries écrites, beaucoup d'écrivains se sont révélés au grand public. Et donc on a fait à peu près la même chose pour la télévision. Après les dessins animés, les premières séries télé vont commencer à apparaître au début des années 50, et elles n'ont plus cessé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, elles ont des budgets presque équivalents à ceux de films. On en avait parlé par exemple ici, la série Le Seigneur des Anneaux, c'est 300 millions de dollars. C'est plus cher qu'un film. Donc tu vois qu'aujourd'hui, les films, la télévision fait partie intégrante de la vie des individus, au point même... Quel est l'événement le plus dramatique qui a été filmé à la télé, qui a été diffusé à la télé? Pour toi. Pour moi, l'événement le plus dramatique qui a été diffusé à la télé, je pense que c'est le 11 septembre.
Je pense qu'il n'y a pas moi plus aussi, je me sens. Moi, je me sens en deuxième position quand même. Toi, tu mets quoi en premier? L'exécution des gars à Orlando. Ah, d'accord, oui, au Gabon, oui, effectivement. Ça m'a choqué. Oui, ça, je me rappelle aussi de ces images. Mais bon, comme c'est des choses... C'était en direct. C'était en direct, mais comme c'est des choses qu'on ne remontre plus, une fois qu'on a aboli la peine de mort, ce ne sont plus des images que l'on a rediffusées à la télé. Mais c'est resté dans les mémoires des Oui, effectivement, personnes. C'est resté dans les mémoires des gens. Mais comme souvent, on n'a pas, c'est vrai que c'est dans les mémoires, mais comme on n'a pas sans support visuel pour ressentir véritablement l'impact et puis peut-être montrer à ceux qui n'ont pas vécu cette période-là, ça commence à s'estomper un peu de l'esprit des gens. C'est vrai qu'en deuxième position, j'aurais mis le World Trade Center. Voilà, parce que choquant. Voilà, c'était vraiment, vraiment choquant. Voir ces avions-là s'abattre sur les deux tours, c'est quelque chose qui est devenu, qui est terrible. Et ça participe justement et ça renforce justement le lien que les spectateurs ont avec le poste de téléviseur. Aujourd'hui, la principale source d'information des gens, c'était d'abord la télévision avant l'arrivée de l'Internet. Donc tu vois que, et même en dépit de l'arrivée de l'Internet, et ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que à chaque fois qu'on crée un nouveau type de média, on se dit souvent que les médias précédents vont disparaître. Quand on a créé la radio, on a dit que ce sera la mort de la presse papier. Quand on a créé la télé, on a dit que ce sera la mort de la radio. Quand on a créé l'Internet, on a dit que c'était la mort de la télé. Alors que tous ces médias-là continuent à exister aujourd'hui, c'est la preuve que les gens ont toujours été fascinés pas fasciné. Les gens ont toujours ressenti ce besoin-là d'être informés et quel que soit le type de canal utilisé, le fait d'avoir le sentiment de ne pas être seul dans le monde ou d'être informé de ce qui peut se passer autour de soi, que ce soit à côté ou à des milliers de kilomètres, c'est quelque chose. L'assassinat de Kennedy était diffusé en direct. Oui, l'assassinat de Kennedy était diffusé en direct, mais à l'époque, les images en direct n'étaient pas enregistrées. On avait deux caméras. Il y avait ceux qui enregistraient pour garder l'image, et puis la télévision en direct, elle se faisait sans véritablement être enregistrée. Mais l'assassinat de Kennedy va changer la chose, puisque désormais, les chaînes de télé vont intégrer évidemment des mémoires pour pouvoir garder les images qu'ils diffusent. Et c'est justement à cause de cet événement que je l'ai dit, heureusement, pour l'histoire, il y avait ce touriste américain-là qui se trouvait totalement par hasard là au moment de Kennedy et qui avait tourné des images à quelques dizaines de mètres du cortège du président américain. Et c'est grâce à ces images-là que l'on a pu avoir... Ah, c'était pas des images de la télé. Non. C'était des images d'un passant. C'était les images d'un passant. C'est lui qui a filmé et après la police, pour des besoins d'enquête, va prendre cette image-là. C'est à peu près une cinquantaine d'années plus tard que ces petits-enfants, ils vont recevoir une indemnité de la part du gouvernement parce que, évidemment, ces images-là n'appartenant pas au gouvernement, ces petits-enfants vont se battre contre la justice américaine pour obtenir une indemnisation. Et dans le même sens d'un passant qui filme, j'ai regardé un documentaire où on disait que c'est pendant le tournage de Terminator 2, oui, la scène du bar, là où il va prendre la moto et les habits du gars dans le bar, oui, que c'est passé de l'autre côté de la route, le passage à tabac de Rodney King. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Mais tu sais que malheureusement, c'est comme de ça. L'autre côté de la route. Et dans une scène, à la fenêtre, on voit même comment les policiers sont en train de passer à tabac Rodney King. Voilà. Et c'est un stagiaire de l'équipe de James Cameron qui était venu en retard, qui traînait là. Et c'est lui qui va filmer là. Avec sa petite caméra. Voilà. Ça, c'est vraiment le hasard qui fait. Est-ce que la télé est encore crédible aujourd'hui ? La télé est encore crédible, pourquoi ? Parce que... Dans le contenu, pas dans sa technologie entière, dans le contenu. Maintenant, tu sais que la télévision, c'est un média de masse. Et les médias de masse, on dit que les médias, c'est la sixième ou la quatrième... Le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir. Donc, à ce titre, les États, les pays sont très regardants dans le contenu, y compris même dans les pays dans lesquels on défend prétendument la liberté de la presse. Il n'y a pas de véritable liberté de la presse dans aucun pays au monde. Sinon, si tous les gens étaient informés sur ce qui se passe en temps réel dans le monde, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun filtre, qu'il soit politique ou autre, sur la réalité des événements, je pense que le monde prendrait une autre tournure. Tu vois, non. Il y a souvent un proverbe qui dit que si tu savais tout ce que les gens disent de toi, toi, tu arrêterais de parler à tout le monde. Plus personne ne parlerait à personne. Donc, on est obligé de maintenir ce filtre-là. Maintenant,
tout dépend des pays, tout dépend des régimes, tout dépend des gouvernements et tout dépend du type de système politique qui est en place. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir des différences en termes de contenu d'un pays à l'autre. Moi, je ne crois pas à la liberté de la presse totale. Ça n'existe pas. Même quand vous allez aux États-Unis, j'en ai parlé ici hier, pour le cas de la France, avec la fermeture de RT France, qu'on considère comme étant une chaîne propagandiste. Oui, mais le Burkina Faso et le Mali ont également demandé d'arrêter RFI et France 24, qui sont considérés aussi comme des chaînes de propagande. Donc, tout ça fait qu'on soit dans un pays ou dans l'autre. Vous avez par exemple en Iran, où dernièrement, on a expulsé des journalistes français parce qu'on considère qu'ils ne relayaient pas, ils ne relayaient pas l'information telle qu'elle était selon les autorités iraniennes. Donc tout ça, ça dépend de la perception. Mais il faut maintenant voir que, en fonction du type de programme... Est-ce que ça ne va pas détruire la confiance qu'on a envers la télé? Non, ça ne détruit pas, parce qu'il y a eu ce formidable outil que sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la raison pour laquelle, en termes maintenant de contenu d'information, les gens vont plus vers les réseaux sociaux, parce qu'il y a une véritable défiance sur la qualité du contenu des chaînes médiatiques traditionnelles. Il faut savoir que, j'en avais parlé ici, c'est l'une des raisons, par exemple, pour lesquelles Julian Assange avait créé Wikileaks, puisque la plupart des journaux prennent des informations dans des agences de presse, publiques ou privées. Ces agences de presse-là, en réalité, collaborent avec les gouvernements pour avoir des autorisations de travailler, donc de publier un certain type d'informations. Et comme Julian Assange estimait que les gouvernements ne sont pas toujours de bonne foi, il faut donc mettre en place un moyen pour s'assurer que la qualité des informations qui sont diffusées soit à la hauteur soit à la hauteur, donc soit véritablement des informations crédibles. Et donc c'est la raison pour laquelle il avait créé Wikileaks. Et on connaît l'acharnement dont il fait l'objet, notamment de la part des Américains, qui veulent absolument obtenir son extradition, où il risque d'être condamné à, je crois, 80 ou 90 ans d'emprisonnement. Pour quelqu'un qui est quand même un lanceur d'alerte, c'est quand même assez inquiétant. On voit aussi la manière dans laquelle on traite les lanceurs d'alerte, que ce soit en France. On a vu par exemple le cas de cet ancien cadre d'une grande banque franco-suisse qui avait dénoncé justement le blanchiment, enfin pas le blanchiment, l'évasion fiscale auquel cette banque-là participait en proposant à ses clients, même pas que les clients viennent demander, non, c'est elle qui propose aux clients comment faire sortir de manière frauduleuse leur argent et payer le moins d'impôts possible en France. Donc tu vois que, et cette cadre-là, elle a été vraiment lynchée médiatiquement, elle a été abandonnée. L'État français, ni l'État suisse, ni l'État français ne lui vient en aide. Donc elle se débrouille grâce à son réseau d'amis et de parents. Donc c'est la preuve que aujourd'hui, les contenus, évidemment, moi je ne crois pas à une qualité de contenu qui soit véritablement crédible, quel que soit le gouvernement. C'est la raison pour laquelle, moi je dis souvent aux gens, il faut multiplier les contenus. Et l'Internet est devenu quelque chose d'intéressant avec les lanceurs d'alerte, parce que vous avez des gens qui ont une expertise dans des domaines. Ouais, mais l'Internet aussi est contrôlé. On a vu le comportement des réseaux sociaux face à Donald Trump, face à Booba, face à Kanye West. Mais ça aussi, c'est en train de changer. Ça aussi, c'est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Donald Trump, il a son réseau social. Kanye West, si avec le pognon qu'il a, lui aussi, il peut se battre en mettant en place son propre réseau social. Parce que, évidemment, il y a derrière le fait que, et ça, ce n'est pas bon, quand on regarde les GAFA, c'est 5 géants américains qui dominent 80 à 90% de l'Internet mondial. Et donc, ce qui fait que les États-Unis ont une position dominante sur la question de la gestion de l'information et la gestion des données qui sont gérées à travers ces réseaux sociaux-là. C'est la raison pour laquelle aucun membre des GAFA n'est en Chine. Et ça, la Chine avait très vite capté le danger que pouvaient représenter ces entreprises-là si l'État n'avait pas un contrôle là-dessus. À l'opposé des équivalents chinois, eux, ils collaborent avec l'État. Et puis, l'autre là, John Snowden avait fait la démonstration. On nous faisait croire que les GAFAM ne transféraient pas les données à l'État, ou bien que l'État n'avait pas accès à ces données-là, il fallait passer par un juge et tout ça. C'est totalement faux. On sait en sourdine que toutes ces entreprises américaines transfèrent au gouvernement américain, à chaque fois qu'ils le souhaitent, des informations qu'elles détiennent, y compris des informations sur des activités qu'elles ont en dehors du territoire américain. Les États-Unis sont le seul pays à appliquer le principe d'extraterritorialité de leur propre loi. C'est-à-dire que si tu utilises, nous par exemple,
quand tu utilises un iPhone au Gabon, ne crois pas que les données qui sont dedans appartiennent à l'État gabonais. Elles appartiennent non seulement à toi-même, qui est l'utilisateur, qui est enfin le producteur de ces données, deuxièmement l'État gabonais, parce que l'État gabonais peut demander à y accéder, notamment dans un cadre bien précis, pour les cas de sécurité nationale ou autre. Mais les Américains, ils n'ont pas besoin de demander la permission ni à toi ni à l'État américain. Ils y accèdent, ils disent à Apple, donne-nous les informations de Didier dans son iPhone ou dans son ordinateur, et sans que tu ne sois informé ou sans que tu ne le sentes, eh ben, tes informations vont, l'administration américaine a accès à ces informations-là. Donc derrière, c'est ce qui fait que de plus en plus de gens, eh ben, soit les gouvernements se disent non, il faut qu'on protège nos populations face à cette domination américaine. D'autres, les Occidentaux, bon, ils se disent ce sont nos alliés, même si on l'a vu avec les écoutes sous François Hollande, dont faisait l'objet François Hollande, Angela Merkel. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, évidemment, on commence à voir la multiplication de réseaux alternatifs, si on peut parler ainsi. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire. On parlait de la télé ce matin dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.